Je vais passer la parole à mon ami et à mon chef. Voilà. J'enverrai Ah, dommage, elle fait un beau discours. je l'enverrai. Eh bien, Madame le maire, ma chère Marilyn, Monsieur le député, cher Alain, Monsieur le membre honoraire du Parlement, cher Marc, que d'ailleurs nous pouvons applaudir, puisque vous le savez, il a été nommé dans l'ordre de la Légion d'honneur pour tout le travail qu'il a effectué, tant au niveau du Douaisis qu'au niveau du département, que sur le plan national. Donc, je pense qu'il mérite. Mesdames, Messieurs les maires et élus municipaux, Messieurs les présidents, vice-présidents des intercommunalités, Mesdames, Messieurs les responsables associatifs, Monsieur le représentant de la gendarmerie, mais il y a encore des places ici devant, pour celles et ceux qui, à moins que vous préfériez rester debout, je ne sais pas. Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir, Madame Lucas, Monsieur Meurdesoif et moi-même, pour cette réception des vœux des conseillers départementaux du canton d'Aniche. Et nous vous remercions de votre participation. Remercions donc Marilyn, pour Madame le maire de Guénat, pour le prêt de la salle, afin de vous présenter nos vœux. Des vœux de réussite, des vœux de santé pour chacune et chacun d'entre vous. Nous formulons également des vœux de paix pour notre pays, pour la planète, d'autant que certaines décisions, comme celle du président des États-Unis, de faire tuer un général iranien, menacent l'équilibre précaire du Moyen-Orient et par prolongement la paix mondiale. Quoi que nous puissions penser du régime iranien, cet acte peut conduire à un irréparable engrenage aux conséquences impossibles à mesurer dans ce Moyen-Orient meurtri par plus de 40 années de destruction et de violence pour les peuples de ces pays. Des vœux également pour que les enjeux écologiques auxquels est confrontée la population planétaire voient enfin la mise en œuvre de réponses par les décideurs nationaux. Parce que depuis le sommet de la Terre de Rio, en 1992, l'évidence du réchauffement climatique est très largement partagée. En 2002, à l'ouverture du 4e Congrès de la Terre, le président Jacques Chirac a eu cette image. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Aujourd'hui, après la forêt amazonienne, c'est l'Australie qui connaît une catastrophe écologique avec des incendies dus au réchauffement climatique. Les objectifs fixés par le traité de Paris en 2015 de limiter à 2 degrés le réchauffement dès 2100 seront très difficiles à atteindre puisqu'aucun pays, ou presque, ne respecte les engagements pris. En 2018, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, a rendu un rapport sur l'objectif impératif d'une limitation à 1,5 degré. En août 2019, le GIEC a rendu public un autre rapport spécial consacré au secteur dit des terres, à ses interactions avec le climat et à leur impact sur la sécurité alimentaire. Ce dernier indique clairement, je cite, que le changement climatique peut être un moteur de la désertification, de la dégradation des terres et affecter la production alimentaire de la population, estimée, je le rappelle, à 9,8 milliards d'humains à l'horizon 2050. Les flux migratoires
ne feront qu'augmenter, aggravant aussi le développement des nationalismes et l'instabilité planétaire. En septembre dernier, le GIEC a cette fois-ci présenté un rapport sur l'avenir des océans, banquises et autres glaciers, qui précise que le XXIe siècle pourrait être le prélude à une histoire tragique. Et c'est particulièrement vrai pour les océans, qui sont en effet, vous le savez, un régulateur du climat mondial. Ils produisent 50% de l'oxygène que nous respirons et absorbent une grande partie de la chaleur. Si le monde ne change pas son mode de fonctionnement, dans les 5 à 10 ans, les conséquences pour l'humanité s'annoncent graves à court et moyen terme, c'est-à-dire 2030-2050, et d'une gravité aiguë à l'horizon 2050-2070. D'ailleurs, ceci est confirmé dans l'un des rapports cités du GIEC, qui dit que les émissions de CO2, si les émissions de CO2 ne sont pas réduites aujourd'hui, pour les années ultérieures, tout ira tellement vite que ni les écosystèmes, ni la société humaine ne parviendront à s'adapter. Partout sur la planète, des voix s'élèvent pour exiger de réelles mesures contre le dérèglement climatique. La jeunesse a initié, dans le sillage de la Suédoise Greta Thunberg, les grèves pour le climat. En France, 2 millions de personnes ont signé la pétition « L'affaire du siècle », soutenant un recours contre l'État pour inaction climatique. Les 20 et 21 septembre derniers, des organisations de jeunesse, des ONG environnementales et de défense des droits de l'homme, des syndicats ont manifesté ensemble avec pour mot d'ordre urgence écologique, urgence sociale, mobilisation générale. C'est une réalité. Il ne peut y avoir de justice écologique sans justice sociale. Et l'urgence écologique, ainsi que l'urgence sociale, ont une origine commune. C'est le système productiviste capitaliste qui exploite le monde du travail et pille la nature. Il est donc déterminant de s'attaquer à la fois aux causes de la dégradation de la planète et aux inégalités sociales. Le système actuel de production et de consommation a un fort impact occasionnant de grandes inégalités. Nous le constatons à travers les difficultés qu'ont de nombreux nordistes pour se nourrir, se soigner, se chauffer, se déplacer. En matière d'urgence sociale, nous formulons des vœux pour l'abandon par le président de la République de son projet de réforme des retraites. Enseignants, cheminots, étudiants, personnels de santé, des transports aériens, policiers, pompiers, postiers, routiers, avocats, fonctionnaires territoriaux, gilets jaunes, sont mobilisés pour un droit à une retraite juste et solidaire et la sauvegarde de notre système par répartition. L'ampleur du mécontentement devant les annonces gouvernementales a entraîné la convergence d'un grand nombre de Françaises et de Français de toutes professions face à une réforme des retraites qui nous concerne toutes et tous. Il est primordial de faire la vérité sur les projets gouvernementaux, c'est-à-dire la mise en place d'un régime par points et d'une limitation du financement de notre système de retraite à 14% du PIB. On fait quelques calculs, comme la part des retraités va forcément augmenter, je vous laisse évidemment deviner le reste. La seule volonté d'Emmanuel Macron et de son exécutif est d'allonger la durée de cotisation et de permettre aux gouvernements successifs d'ajuster la valeur du point en fonction des exigences budgétaires du moment, et ce, afin de développer les régimes assurantiels privés par capitalisation. A l'inverse, une autre réforme précaire et à bas salaire engendrerait mécaniquement l'accroissement des ressources
pour financer notre système de retraite, l'égalité salariale homme-femme permettrait de gagner 6 milliards d'euros de cotisations. La remise en cause des exonérations des cotisations sociales patronales inefficaces permettrait d'engranger 10 fois plus. Voilà pourquoi, face à cet enjeu sociétal, et nous dirons même de civilisation, nous soutenons le mouvement social qui refuse la malvie pour aujourd'hui et pour demain. Cette malvie, bon nombre de nordistes la ressentent déjà, et nous estimons que le budget départemental ne répond pas à leurs attentes, ce qui explique d'ailleurs notre opposition au budget 2020. Un budget qui s'élève à 3 milliards 100 millions d'euros, répartis en 2 milliards 600 millions en fonctionnement et 444 millions en investissement. M. Macron et son gouvernement ont sans doute la volonté inavouée de supprimer le niveau institutionnel de proximité que sont les départements. Nous disons cela parce qu'en effet, entre le budget primitif 2019 et celui de 2020, les dotations et compensations de l'État diminuent encore de 2 700 000 euros, soit moins 0,4%. La dotation globale de fonctionnement, qui représente environ 80% de ces dotations, diminue de 2 millions d'euros par rapport au budget 2019. Ainsi, ce qu'on appelle la péréquation verticale est largement mise à mal. On le constate concernant les mineurs non accompagnés et les allocations individuelles de solidarité. Désormais, l'État ne finance plus les allocations de solidarité qu'à hauteur de 48%, contre 52% pour le département. C'est inadmissible. Pour ce qui est de la fiscalité directe, qui couvre 29% des dépenses de fonctionnement, le budget 2020 montre que la taxe foncière représente à elle seule 58% de cette fiscalité, soit 463 millions d'euros sur un total de 800 millions. Le transfert annoncé de la taxe foncière au profit du bloc communal, en remplacement de la taxe d'habitation, aura pour conséquence une perte renforcée de la capacité d'agir des départements, qui seront tributaires de la bonne volonté du gouvernement à compenser réellement ce transfert avec une part de TVA, l'impôt le plus injuste qui soit. Si nous avons la lucidité de reconnaître le caractère défavorable du cadre national, nous dénonçons son accompagnement par la majorité départementale, ne serait-ce que par la signature des contrats dits de Cahors, c'est une invention de M. Macron, pour limiter les dépenses de fonctionnement des collectivités. Au lieu d'agir contre cet étau, la majorité départementale a choisi de s'y enfermer. Depuis le début du mandat, nous entendons décliner sur tous les tons, par la majorité, le risque totalement factice de la faillite du département. C'est en brandissant ce risque que des réductions ou des suppressions de politiques départementales ont été supprimées au détriment des nordistes. Je peux citer pêle-mêle la suppression du passeport et du chéquier jeune, la baisse du subventionnement départemental envers les centres sociaux, la réduction de dotations versées aux EHPAD au titre de l'hébergement, la baisse des subventions aux associations culturelles et autres, le coup de frein porté aux travaux de réhabilitation et de construction des collèges, la baisse de moitié des dotations pédagogiques aux collèges, la mise en œuvre d'une politique ressources humaines rendant plus difficiles les conditions de travail. C'est le dernier budget du mandat. Il nous faut dire, par honnêteté, que cette année, certains budgets thématiques connaissent une augmentation. C'est pratique courante à la veille d'élections, me direz-vous. Toutefois, malgré ces augmentations, dans la plupart des cas,
ces budgets n'atteignent pas le niveau de 2015. À notre regret, les politiques d'investissement d'un montant de 240 millions en 2019 ont été portées à 291 millions. Cette hausse de 51 millions est intéressante, mais nous l'estimons insuffisante au regard à la fois des besoins des territoires, des nordistes, et des très faibles taux d'emprunt. Voilà toutes les raisons qui nous ont amenés à voter cette année encore contre le budget 2020. Quelques mots sur les difficultés que rencontrent des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap avec les dossiers APA et les dossiers PCH, prestation handicap, pour le traitement de leur dossier ou le versement des allocations. Si nous insistons sur le sujet, c'est parce que nous sommes régulièrement contactés par ces personnes qui nous expliquent leurs difficultés. Donc ces difficultés sont de plus en plus fréquentes puisque nous sommes en effet de plus en plus sollicités. Si dans vos communes, dans votre entourage, vous rencontrez, vous connaissez des personnes confrontées à ces difficultés, n'hésitez pas à nous contacter, nous les accompagnerons dans leur démarche. Ces situations, vous en conviendrez, ne sont pas admissibles. Nous en venons au travail cantonal. Le conseil départemental, ce sont aussi les politiques de subventionnement en direction des communes, comme Village et Bourg, ou encore les projets territoriaux structurants. Au titre de ces politiques, 13 projets ont été retenus pour le canton d'Aniche et seront subventionnés pour un montant total d'1 370 153 €. Je vais vous les citer, ce sera un peu de chiffres. Il s'agit pour Aubigny-au-Bac de 123 973 € pour l'aménagement d'un parking, d'une aire de jeu, d'un terrain multisport et d'une voie d'accès au centre-bourg. Brunémont, 191 105 €, l'aménagement de la rue d'en bas. Quentin, 16 220 €, les travaux d'éclairage public. Féchin, 300 000 € pour la construction d'un espace culturel et périscolaire. Ferrin, 300 000 € pour la restructuration de la salle des fêtes et l'école de musique. Et encore 45 000 € pour la liaison intervillage entre Ferrin et Golzin. Fressin, 32 744 € pour la construction d'une salle d'évolution et de motricité. Golzin, 45 000 € pour la création de pistes cyclables et de mobilité douce. Golzin, j'ai dit, Guénin, Madame le maire, ça vous intéresse, 185 130 € pour des travaux d'accessibilité des bâtiments publics. L'Écluse, 31 601 € pour des travaux de réfection de la mairie. L'Offre, 52 915 € pour des travaux d'aménagement paysager dans diverses rues de la commune. Manille, 9 220 €, des travaux de mise en sécurité du stade Germinal. Montigny, 37 200 € pour des travaux de rénovation du préau de l'école Pasteur. Durant 3 ans, nous avons revendiqué, je l'avais expliqué ici à chaque réception de vœux, nous avons revendiqué la création d'un volet spécifique dans la politique Village et Bourg destinée à la réfection des voiries communales. En 2015, nous avions cette possibilité. Vous ne l'avez plus. Alors nous avons enfin en partie, été entendus puisqu'une délibération a été votée en ce sens le 7 octobre dernier avec une enveloppe de 2 millions d'euros pour 2020 et ce volet concerne les communes de moins de 2000 habitants. Ça concerne quand même 17 communes de notre canton. Nous continuerons donc de demander que l'ensemble des communes rurales, c'est-à-dire des communes de moins de 5000 habitants, soient éligibles à cette politique. Autre demande, de notre part, la création d'un nouveau volet Village et Bourg qui privilégie des projets intéressants
la transition écologique. Comme chaque année, nous réunirons les maires après les élections municipales, puisque Marine me dit qu'il y a des élections municipales, afin de travailler à la future programmation. Nous suivons avec attention, toute particulière, vous le savez, les 4 collèges du canton, Agny, Charleux, Dechy, Magny, qui, outre les subventions de fonctionnement, ont vu pour 2019 des investissements pour un montant total de 440 525 €. En ce qui concerne les travaux de voirie, les 150 km de routes départementales traversant les communes du canton auront mobilisé pour leur entretien un montant de 698 663 €. En matière de voirie, toujours, des subventions pour l'aménagement des trottoirs ont été accordées à différentes communes. Quentin, 19 090 €, Arleux, 48 110 €, Aubigny-au-Bac, 93 390 €, Agny, 62 480 €, soit un total de 223 070 €. Au titre des amendes de police, Bunicourt a bénéficié de subventions d'un montant de 24 772 € pour la pose de chicanes et de flashs lumineux. Et en ce qui concerne ces subventions dites amendes de police, pour l'année 2019, tous les dossiers déposés par les communes ont reçu un avis technique favorable. Pas de problème, tout le monde pouvait être satisfait. Sauf que l'enveloppe dédiée n'est pas suffisante pour financer l'intégralité de ces projets. Le manque de financement pour 2019 est de 900 000 €. Or, une nouvelle politique d'accompagnement pour aider à la sécurisation des routes, budgétée d'un montant de 3 millions d'euros, a été décidée le 18 novembre dernier. Alors, nous avons donc demandé, n'est-ce pas Marine, que compte tenu de la similitude de ces deux politiques, eh bien, on prélève 900 000 € sur ces 3 millions afin de permettre la mise en œuvre rapide des projets amendes de police non retenus pour 2019. Je pense qu'il y a au moins un cas dans le canton. Enfin, l'action d'intérêt local, qui est dotée d'une enveloppe de 39 184 €, enveloppe à la disposition des 2 conseillers départementaux, a permis de répondre à 75 demandes venant essentiellement du monde associatif. Voilà un peu pour le travail cantonal. Si vous voulez, nous allons aborder un peu des questions qui sont aussi d'intérêt cantonal, d'intérêt départemental d'ailleurs. On pourrait évoquer le problème à venir des perceptions, et nous avons engagé la signature d'une pétition contre la fermeture des perceptions, une mobilisation très forte de la part des citoyennes et des citoyens, ce qui montre l'attachement de la population à leur service public. On pourrait également évoquer l'hôpital public. On y reviendra. Nous allons évoquer la mobilité. Alors, on ne va pas s'étendre sur les causes des difficultés rencontrées par les collégiens et les lycéens. À la rentrée de septembre, la mobilisation était générale, parents, élus, collectifs de défense et de développement des services publics du Douaisis, afin de travailler sur les conséquences, avec bien évidemment le président et les services du SNDD qui ont été réceptifs à nos demandes, et s'il y avait encore quelques difficultés, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Les TER, indispensables à la mobilité. L'an dernier, nous nous félicitions de la belle victoire obtenue par la mobilisation des usagers, des élus et du collectif de défense des services publics du Douaisis pour le maintien de la ligne Douai-Cambrai dans son tracé actuel, je dis bien dans son tracé actuel. Sans cette mobilisation, sans ce rapport de force, la ligne aurait été fermée. Il n'empêche que la vigilance doit demeurer. Les travaux de régénération de la ligne doivent absolument être réalisés pour sa pérennisation, indispensable au territoire, tant pour la mobilité des habitants que pour les dessertes
du site e-Vallée, l'ancienne BA103, que la future plateforme multimodale de Marquion, avec la création du canal Seine-Nord-Europe, parce qu'il faut bien le dire, leurs dessertes ne peuvent pas être que routières. Ce n'est pas entendable. On ne peut pas parler de transition écologique et ne pas mettre au service de ces développements économiques uniquement la route. Ce n'est pas possible. Il faut rester cohérent. Quant à la nouvelle grille horaire des TER, elle ne donne pas entière satisfaction. Le 21 novembre, avec une délégation du conseil départemental, j'ai rencontré M. le président de la région Hauts-de-France afin d'évoquer ces problèmes et confirmer par courrier en date du 2 décembre les demandes des usagers qui m'étaient remontées. Des adaptations sont donc nécessaires afin de ne pas pénaliser les usagers ni pénaliser la fréquentation de ces TER, notamment ceux de la ligne Douai-Cambrai, dont nous savons la volonté de la SNCF de ne pas en faire une priorité. Voilà. Pour conclure, nous dirons que partout dans le monde, alors que les bourses battent des records, les politiques et idées ultralibérales, les inégalités exorbitantes, les privatisations, la précarité, le réchauffement climatique, le pillage des fruits du travail et des ressources naturelles, nous dirons qu'elles font système. Chacun de ces phénomènes additionnés forme le visage hideux du capitalisme dans sa phase actuelle, c'est-à-dire mondialisé et financiarisé, qui ne veut plus d'aucun compromis. L'aristocratie financière et ses fondés de pouvoir, comprenez par là les dirigeants nationaux, ont donc entrepris de détruire un à un les conquis sociaux et démocratiques. En France, M. Macron a fait ce choix en éradiquant les progrès hérités du Conseil national de la résistance et des luttes sociales. Pour y parvenir, l'organisation du duo, on dira mortifère, entre M. Macron et l'extrême droite est l'une des raisons. L'agression et la violence sociale que les textes instituant les réformes sont en application des traités et directives européens, eh bien, sont présentés aujourd'hui comme un moindre mal. Pendant ce temps-là, le ruissellement continue d'abonder vers le haut. Le Noël 2019 des premiers de cordée arrive en cette mi-janvier, donc vous me direz avec un peu de retard, mais sous les meilleurs auspices. 60 milliards d'euros qui sont les liquidités qui vont être restituées aux actionnaires du CAC 40, les 40 plus grosses entreprises de ce pays. Et ils dépassent d'ailleurs le record de 2007, c'est pour dire. C'est une véritable orgie financière. Eux, ils n'ont pas besoin de se mettre en grève pour sauver leur régime. Ils s'enrichissent en ne travaillant pas. C'est une autre société qu'il nous faut construire, une société de partage des richesses, des pouvoirs, des savoirs. Une construction qui passera par le rassemblement de toutes les forces de progrès et républicaines afin de réaffirmer les fondements et les valeurs de notre République. Nous sommes disponibles pour cela. Merci de votre attention. Bonne année 2020. Très bien. Merci. Je vois déjà nos amis qui se précipitent pour ouvrir les bouteilles, mais je demande encore quelques minutes d'attention. Je voulais vous parler
du centre hospitalier. Je ne l'ai pas fait. Non pas que je voulais raccourcir mon discours, mais il se trouve que mardi dernier, vous le savez, il y a eu une mobilisation dans les centres, dans les hôpitaux, avec une démission partout en France des chefs de service de ces hôpitaux. 1200 chefs de service, si ma mémoire est bonne, ont démissionné. J'ai participé à ce rassemblement et j'ai entendu les explications, une fois de plus, des personnels médicaux, personnels soignants, des médecins, et de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail. L'hôpital, ça nous intéresse toutes et tous. C'est la santé, c'est essentiel. Et il m'a semblé opportun donc de parler des conditions de travail dans les hôpitaux. Mais je considérais que je n'étais pas le mieux placé pour en parler. Aussi, j'ai fait la proposition au collectif interhôpitaux de venir s'exprimer à cette tribune dans le cadre de cette réception de vœux. Eux, bien mieux que moi, pourront expliquer leur quotidien, leurs difficultés au quotidien. Alors, nous remercions, Marie, Michel et moi-même, nous remercions le docteur, je vais écorcher son nom, donc il va le dire elle-même, et Madame Arabi, qui est infirmière, qui représente donc ce collectif interhôpitaux, et qui vont venir s'exprimer quelques instants, quelques minutes, enfin le temps qu'ils veulent, à cette tribune pour vous expliquer leur quotidien. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Merci tout d'abord, Monsieur Beauchamp, de nous accorder ce temps de parole. Je me nomme Céline Arabi, je suis infirmière à l'hôpital de Douai, dans un service de médecine. Si je suis ici ce soir, c'est pour témoigner, pour essayer de vous expliquer pourquoi, depuis plusieurs mois maintenant, le personnel hospitalier appelle au secours. Pour vous parler aussi de mon attachement, de notre attachement au service public. Pour que vous compreniez que c'est parce que nous aimons l'hôpital public que nous nous battons pour lui. Après 10 ans de contraintes budgétaires, la situation de l'hôpital public s'est dégradée et aujourd'hui, elle n'est plus tenable. Dans la loi de santé publique, les soignants, infirmières, aides-soignantes, assistants sociaux, médecins, agissent en toutes circonstances dans l'intérêt du patient. Mais nous, soignants, nous voyons nos conditions de travail se détériorer. Nous avons le sentiment de ne plus être capables d'apporter des soins de qualité. Je suis diplômée depuis 7 ans et travaille à l'hôpital de Douai depuis 5 ans. Au sein de mon service, nous prenons en soin jusqu'à 13 patients pour une infirmière la journée et jusqu'à 26 patients la nuit, toujours pour une infirmière et une aide-soignante. Sachant que les patients ne dorment pas forcément la nuit, qu'il y a aussi beaucoup de soins qui se font. Nous avons l'impression de mettre nos patients en danger. Être soignant, c'est être présent pour vous pendant les meilleurs et aussi les pires moments de vos vies. Vous écoutez, vous réconfortez, vous soulagez, vous redonnez parfois le sourire en faisant du mieux que l'on peut. Mais les équipes sont épuisées. Dès qu'il y a une absence, nous sommes rappelés sur nos repos pour venir assurer la continuité des soins. Parfois à 18h, 19h, pour le lendemain matin, 6h15. On nous demande également d'aller remplacer dans d'autres services, quand l'absentéisme est ailleurs. Et à l'inverse, des soignants d'autres services, voire des intérimaires, qui ne connaissent pas les spécificités de prise en charge des patients en médecine, viennent remplacer chez nous pour pouvoir continuer à soigner. En théorie, l'équipe en place doit accompagner ces nouveaux arrivants, les aider tout en assurant le travail habituel, ce qui demande encore plus d'énergie. Notre métier, c'est soigner, c'est prendre en soin le patient et ses proches. Ce n'est pas seulement faire une toilette, donner un médicament, faire un bilan sanguin. C'est réfléchir à notre soin. C'est prendre le temps d'écouter. C'est tenir une main,
voire même prendre dans nos bras dans les moments de détresse. Mais nous n'avons plus le temps. Être soignant est une vocation, mais ce sentiment de ne pas pouvoir faire correctement son travail amène à une perte de sens et à une démotivation. Donc je suis le docteur Durig, gériatre à l'hôpital de Douai, chef de service du service de soins de suite et réadaptation. Céline vient de vous parler du quotidien d'une infirmière ou d'une aide-soignante qui travaille à l'hôpital public. Pour nous médecins, les choses ne sont pas très différentes. Ce qu'on nous demande, la principale chose qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'être rentable, d'être efficient. Notre travail n'est pas évalué sur des critères qualitatifs, à savoir quel type de patient, avec quelle pathologie, quelle complexité de soins, quelle charge en soins ils peuvent avoir. Ce qu'on nous demande, ce sont des critères de quantité, durée de séjour, taux d'occupation du service, nombre de séjours réalisés. Autant de critères qu'on doit recenser, qu'on transmet aux directions, qu'on transmet aux ARS et donc en fait à l'État. Et quand le nombre de séjours baisse, quand la durée moyenne de séjour augmente, c'est là où on se fait taper sur les doigts. Dans mon service, on accueille des patients âgés, dépendants, qui ont plusieurs pathologies, souvent des troubles cognitifs. Ça demande une prise en charge spécifique, ça demande des compétences spécifiques. Il faut savoir quand un patient refuse un soin, que ce soit la toilette ou une prise de sang, revenir plus tard. Il faut pouvoir l'aménager dans le reste de son temps de travail. Voilà. Certains patients ont besoin qu'on les aide pour des actes simples, comme manger, attraper une fourchette, porter à la bouche. Le fait d'avoir, comme Céline vous l'expliquait, des soignants parfois parachutés qui viennent d'autres services avec des compétences gériatriques qu'ils n'ont pas, et c'est normal, hein, chacun son métier, pose vraiment souci pour ces patients dont la prise en charge est complexe. C'est suite à ces constats alarmants que le collectif Interhôpitaux a vu le jour. Le collectif Interhôpitaux, c'est un collectif national qui a été créé à Paris en octobre dernier. Et la force de ce collectif aujourd'hui, c'est qu'il réunit des soignants, des médecins, le reste du personnel hospitalier, il n'y a pas que les soignants, mais également il inclut ce qu'on appelle les usagers. Les usagers, c'est les patients, les familles, c'est vous. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est parce qu'on a besoin de vous, on a besoin que la population s'approprie ce combat. L'hôpital public, c'est le lieu qui appartient absolument à tous les citoyens, tout le monde demain peut en avoir besoin de ce recours de proximité et nous avons besoin de vous parce que nous, notre mission, c'est de vous garantir à tous l'accès aux soins et l'accès à des soins de qualité. Depuis 10 ans, l'État baisse tous les ans ce qu'on appelle l'ONDAM. L'ONDAM, c'est l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. C'est ce qui doit couvrir les charges des établissements de santé. En diminuant tous les ans cette enveloppe budgétaire, l'État encourage finalement les hôpitaux, donc les médecins, à faire plus d'actes pour rester financièrement rentables. Donc depuis 10 ans, de façon factice mais réelle en fait, l'État crée la dette des hôpitaux publics. Le 20 novembre dernier, vous avez probablement entendu, le Premier ministre a pris la parole en compagnie de Mme Buzyn, la ministre de la Santé, et ils ont proposé un plan d'urgence pour l'hôpital public. Ce n'était pas le premier, pour l'instant il paraîtrait que ce soit le dernier, à voir. Ils ont proposé donc un ONDAM qui était un peu revalorisé. Initialement, il était prévu pour 2020 à 2,1%, et ils proposaient 2,3%. Pour information, la Cour des comptes estime le besoin à un ONDAM à 4% pour pouvoir couvrir les charges habituelles. Il y a d'autres revendications menées par le collectif Interhôpitaux, et notamment la revalorisation salariale. Si on regarde le salaire moyen des infirmières françaises, comparé au salaire moyen national, il est inférieur de 10% au salaire moyen national en France. Quand on regarde ce rapport, salaire moyen infirmier sur salaire moyen national, au sein des pays de l'OCDE, la France est classée 28e sur 32 pays. Donc la France ne paye pas ses soignants, en fait. Pourtant, c'est urgent que l'hôpital public redevienne attractif, et l'attractivité passe, entre autres, par le salaire. Aujourd'hui, l'hôpital public n'est absolument plus attractif. Les difficultés de recrutement sont réelles, aussi bien pour les médecins que pour le personnel paramédical. À cause de ces difficultés de recrutement, à cause de l'absentéisme qu'on a évoqué un peu plus tôt, certains lits doivent être fermés dans les unités.
Moins de lits, ça veut dire moins d'aval pour les patients qui doivent être hospitalisés, que ce soit des gens en ville ou des patients aux urgences. On n'arrête pas de parler de l'engorgement des urgences. C'est sûr qu'avec moins de lits à l'hôpital, c'est un petit peu compliqué. Donc il faut pouvoir arrêter les fermetures de lits, il faut pouvoir rouvrir des lits, et pour ça, il faut évidemment embaucher le personnel nécessaire. Le dernier point soulevé par le CIH, le collectif interhôpitaux, c'est ce qu'on appelle un changement dans la gouvernance, donc dans les prises de décision de l'établissement public de santé. Et ça, on demande que et les médecins, et les soignants, et les usagers puissent être associés aux réflexions et aux décisions prises pour l'hôpital. Donc effectivement, parce que ces revendications, qui sont donc menées maintenant depuis plusieurs mois, n'ont pas été entendues, je fais partie personnellement des 1200 chefs de service, médecins chefs de service français, qui ont signé la lettre à Madame Buzyn, la ministre de la Santé, actant une démission de mes fonctions administratives, en l'absence d'ouverture de négociations sur toutes ces revendications. C'est un signal envoyé qui est assez fort. Vous avez 1200 chefs de service au sein de la France qui se mobilisent. Pour autant, certains d'entre nous ont été reçus par la ministre de la Santé vendredi. Chou blanc. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on a vraiment besoin de la population, on a besoin que tout le monde se sente concerné par cette problématique, et on a besoin que les usagers montrent de façon active leur soutien. Deux façons de procéder. Vous pouvez signer, on vous mettra un petit flyer, il y a une pétition qui reste à disposition pour l'ensemble de la population, qui n'est pas très compliquée, c'est sur change.org, et vous tapez urgence hôpital. On est à 300 000 signataires en France, l'objectif c'est 500 000 pour pouvoir saisir le Conseil d'État. Autre chose, la prochaine mobilisation ce sera le 14 février, jour de la Saint-Valentin, occasion de déclarer notre amour à l'hôpital public, n'est-ce pas? Donc voilà, il y aura une mobilisation ce jour-là au sein de l'hôpital de Douai. Vous êtes les bienvenus, toutes les informations seront communiquées par Facebook. Merci de votre attention et merci beaucoup, monsieur. Eh bien, merci. Merci docteur, merci Madame Arabi. Voilà, vous avez pu comprendre les motivations des combats menés par les professions du milieu hospitalier. Par conséquent, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je n'insisterai que sur une seule chose, c'est de participer à ces mobilisations. La première chose que nous pouvons faire ce soir, c'est déjà regarder comment nous pouvons signer cette pétition. Merci de votre attention. Bonne fin de soirée. Alors, on est en train de préparer. Je vais, un peu comme dans chaque commune, je pense que vous avez l'habitude tous, je vais demander, dans le fond, on a des hommes forts apparemment, je vais demander à ce que chacun puisse mettre une chaise sur l'autre, etc., pour pouvoir vous libérer un peu de place autour du buffet. Voilà, merci à tous.